Ça me touche encore beaucoup et je me sens encore vachement coupable. Donc, je ne veux pas trop en parler. Ça, la justice fera sa lumière aussi. Pourquoi vous vous sentez coupable, Julie? Parce que j'y suis retournée. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ça s'appelle l'emprise, ça. C'est ça, l'emprise. Chaque hiver, des crèches de Noël sont installées dans des hôtels de ville malgré la loi de la séparation de l'Église et de l'État. C'est notamment le cas à Béziers, qui est chaque année retoqué et qui va une nouvelle fois inaugurer sa crèche dans une semaine pour Noël 2023. On vous a préparé un récap. Doit-on pouvoir installer des crèches de Noël dans les mairies? Oui, non. Vous répondez également chez vous, les chéris, merci. Regardez. Ce week-end, la commune de Béziers s'apprête à inaugurer sa traditionnelle crèche de Noël au sein de l'hôtel de ville. Une crèche qui crée depuis plusieurs années la polémique. Jugée contraire au principe de laïcité des institutions de la République et non conforme à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, le tribunal administratif de Montpellier avait notamment sommé l'année dernière Robert Ménard de la retirer. On obéit, mais je regrette cette mesure qui est d'une grande brutalité face à quelque chose qui pourtant rassemble. Et cette année, à quelques jours de son inauguration, une plainte contre la mairie de Béziers aurait désormais été déposée pour protester contre cette crèche. Alors doit-on pouvoir installer des crèches de Noël dans les mairies? Alors, qui dit non, alors? Non, je dis non. Alors, je sais très bien que la loi peut être... entendu aujourd'hui. Non, je sais que la loi peut être contournée. On t'a pas beaucoup entendu. Je sais très bien que parfois les tribunaux administratifs donnent raison au maire, mais pour moi, ça ne se discute pas. Les crèches de Noël, avec la nativité que je respecte énormément, n'ont rien à faire dans un établissement public. Si on cède là-dessus, alors à ce moment-là, on cède surtout. Donc laïcité dans les mairies, comme la loi le prévoit, et pas du tout d'exonération de responsabilité des maires qui tentent de contourner la loi. On est au-delà de la religion, c'est un fait culturel, et puis j'en ai marre, on est dans un pays judéo-chrétien, alors à ce moment-là, on ne fête plus du tout Noël, on ne prononce plus le nom, tu rends ta prime de Noël, et puis on ne prend plus les primes de Noël, on ne fête plus Noël, je suis désolée, ça va au-delà, c'est de la culture, il y a des milliers de gens qui viennent juste pour voir, pour c'est joli. Et c'est pas quelqu'un voudrait lire un extrait de la Bible dans la mairie, je dirais non. C'est interdit. Là, ça n'a mais là, ça n'a rien à voir. Donc moi, je n'en peux plus qu'on ait à se battre maintenant pour fêter Noël en France. Excusez-moi. Elle a raison. Non, mais c'est un truc que je comprends pas. Noël, ça existe depuis la nuit des temps. On a tous grandi avec Noël, avec les sapins, les crèches, les guirlandes. Et là, tout d'un coup, on vient nous sortir que Noël est problématique. Que Noël est problématique, que Noël est trop religieux, alors qu'il y a plein de gens, comme l'a dit Daniel, pour qui Noël, en réalité, même si Noël prend ses sources dans la religion, Noël n'est pas religieux pour plein de gens. C'est juste le mot Noël, c'est une ambiance, c'est un sapin, c'est effectivement des crèches. Et je trouve ça malsain et dangereux dans cette période où les religions, dans leur caractère extrémiste, peuvent poser problème, de créer des embrouilles là où il n'y en a pas. Laissez les gens fêter Noël tranquille, laissez les crèches. Je le voulais, celui-là. C'est un parfum. Oui, donc oui. Non, mais j'ai rien à rajouter. Pour un joueur de paddle, vous êtes nul. C'est pour le bruit. C'était un avertissement. Fais gaffe, il y a un autre nounours. C'était un avertissement. Raymond. Moi, je suis sur leur ligne de conduite. Ça dérange qui, en fait, Noël? Ça dérange qui de voir des sapins? C'est joli. Il y a une crèche. Tu vas en mairie. Tu vas pas en mairie pour prendre en photo avec c'est pas des sapins, Raymond. C'est quoi? C'est une crèche. C'est quoi? C'est une crèche. Un avertissement. Un fiasco. C'est depuis 10-15 ans qu'on veut interdire Noël. Les maires qui mettent plus de sapins dans leur ville. Faut plus de crèches dans les villes. C'est un pays de chrétiens, Noël. C'est pas grave. C'est une fête. C'est pas grave. C'est pendant 10-15 jours. Il y a un Noël. Il y a des sapins. Il y a des crèches. Ça dérange pas. C'est joli l'esprit de Noël. C'est pour les enfants. C'est là où joli. je comprends Gilles, c'est sur le principe de la laïcité qui est inextinguible et qui, effectivement, dans les textes de loi, les mairies qui le font sont hors. C'est depuis quand, Valérie? C'est depuis quand, ça? C'est depuis quand, le texte de loi? 1905. Moi, j'ai regardé que les textes de loi. Il n'y a pas de loi spécifique. Mais si, quand ça a commencé, c'est pas 1950, c'est depuis 2016, il a commencé à avoir le bordel. Depuis 2016, au Conseil constitutionnel, ils ont fait une loi. 2016, Guillaume l'a dit, c'est depuis bien avant. Pourquoi depuis 2016? Ou peut-être que je dis des conneries, ça ne m'étonnerait pas, tu remarques. Mais depuis 2016, pourquoi c'est que seulement maintenant qu'on commence à enlever les sapins et qu'on commence à dire non, on veut plus voir Noël? Les mecs, ils ont jamais été des enfants, ces gens-là? C'est super bien, Noël. Laissez Noël tranquille. Si vous voulez pas fêter Noël, on vous force pas.
Pour revenir à ce que disait Raymond, qui s'est plaint de Noël en fait? Qui se plaint de Noël? Est-ce que vous avez déjà entendu un musulman, un juif, un catholique, n'importe qui dire Noël c'est nul, on veut pas de Noël, on veut pas de Noël dans les rues, on veut pas de sapin de Noël? Je veux dire, on connaît plein de communautés même qui fêtent Noël juste pour les enfants, pour leur faire plaisir parce que c'est les cadeaux, c'est la bonne ambiance. Et justement, pour une fois qu'il y a une religion qui réunit, j'ai envie de dire, un fait d'une religion qui réunit, moi je trouve ça cool. Et c'est pas parce que il y en a plusieurs qui vont cracher sur d'autres religions et qui vont dire eh ben non en fait venez on se réunit même pour d'autres religions et ça c'est cool. À un moment donné il faut arrêter de cracher sur ce qui est positif venant d'une religion. Regardez là on est sur un plateau de Noël. On est dans une émission avec des personnes de toute confession. On n'est pas une émission catholique pour autant. C'est ridicule. Mais tu n'as pas une crèche de la nativité. Non, mais oui, mais Cyril. Géraldine. Alors moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, il y avait des crèches dans les mairies et ça ne posait absolument aucun problème. Il n'y avait pas de polémique, il n'y avait pas de... On ne se sentait pas stigmatisé, il n'y avait pas de revendication, il n'y avait pas de problème. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est un problème. Et moi, je suis pour la laïcité, donc je ne veux pas qu'il y ait de signes ostentatoires de religion dans l'espace public. Je le veux pour toutes les religions. Donc oui, là, je fais un pas de côté et je me soumets et je me dis, OK, on dégage les crèches des mairies. On les met dans les églises, c'est très bien comme ça, avec le petit Jésus, avec les rois mages et tout ça. Et dans la rue. Oui, on pourrait les mettre sur le parvis à ce moment-là. À ce moment-là, dans un espace public, pourquoi pas, mais je ne veux pas que ce soit dans un espace qui dépend de l'État. Voilà. Je ne veux pas. Je ne veux pas que ce soit dans les écoles, je ne veux pas dans les écoles publiques, je ne veux pas que ce soit dans les mairies, je ne veux pas que ce soit dans les départements. Oui, Valérie. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'après, il y aura des revendications. D'ailleurs, Géraldine, certaines mairies s'amusent. Tu t'en fous en fait, Raymond, quand je t'appelle. Non, je m'en fous pas du tout. Après, il y aura des revendications, c'est-à-dire que alors si on fait la crèche, alors pourquoi on fait pas ça? Non, pour l'instant, il n'y a pas de revendication. Non, mais peu importe. Je ne veux qu'il n'y ait aucune revendication d'aucune religion. Parce que donc si il n'y a pas de religion dans l'espace public. On ne fait pas ça parce qu'on le fait depuis 1900, on le fait depuis des années, donc on ne changera pas. Quelque chose d'un pays, comme a dit Daniel, d'un pays chrétien, on ne changera pas. On restera avec nos traditions. Moi, je n'ai pas envie de me soumettre sur une histoire de tradition. Je ne rentre même pas dans l'histoire de religion. Que chacun fête ses fêtes tranquillement. Non, mais Géraldine, certaines mairies jouent avec la loi d'ailleurs parce qu'elles font leur crèche à la fois dans la mairie et un peu à l'extérieur de la mairie parce qu'elles ont des courettes, des choses comme ça. Et là, effectivement, là, elles ne tombent plus sous le coup de la loi parce qu'elles jouent sur l'ambiguïté du texte. Boundir. Fais ta vie. On est en train de battre un record là. Moi, j'ai envie de garder ma France telle que je l'ai connue. Quand j'allais à la mairie, je voyais les crèches. Quand j'allais dans un supermarché à l'époque, il y avait même une crèche devant avec le Père Noël avec qui on faisait une photo. Exactement. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de religieux. Bien évidemment, ça fait partie de la décoration et illustration qui accompagne. Le petit Jésus quand même qui naît le 25, c'est religieux. Ça, Géraldine. Pas le Père Noël. La tradition, c'est pas une signification religieuse particulière. Les fêtes de fin d'année, on aime grandir avec le sapin, avec les cadeaux, le kiff. Bon voilà quoi. C'est tout. Non, mais le sapin, c'est pas religieux, je suis d'accord, c'est païen, on l'a dit l'autre jour. Le Père Noël, comme est déguisé Cyril, effectivement, ça n'est pas religieux. En revanche, une crèche, malgré tout, avec les rois mages, avec Gabriel, avec le Jésus qui naît le 25 au matin, là, enfin à minuit, oui, là, c'est quand même religieux. Mais Géraldine, tu sais toi-même qui a dit que ça ne posait aucun problème à personne il y a quelques années. Ça dit quand même quelque chose de notre société. Et moi, ça m'inquiète et je n'ai pas envie de cette société. Mais c'est parce que je suis inquiète que du coup, on s'attaque à la France d'avant. Gilles et Géraldine, vous parlez de la loi, mais la loi, le Conseil d'État s'est prononcé en 2016 et a expliqué qu'il y avait une spécificité concernant cette demande. Parfois, mais non, elle est systématique en fait. Non, je te lis le texte. Le caractère culturel, artistique ou festif, s'il est démontré. Voilà, s'il est démontré parfois. Mais c'est dingue. Il est démontré systématiquement. Il est démontré systématiquement. Il s'agit de Noël à chaque fois. Donc évidemment que dans chacune des mairies, il va être démontré le caractère festif de Noël. Quand tu vois des boules et un sapin, c'est démontré. Justement, tu t'arrêtes pas juste à Jésus, tu t'arrêtes à ce que ça projette. Chaque mairie, à mon avis, peut passer entre les gouttes parce qu'effectivement, il suffit simplement d'expliquer au Conseil d'État que, par exemple, l'installation d'une crèche dans la mairie fait venir X visiteurs. On appelle ça des visiteurs. Et voilà. Et puis, donc, il y a en vrai pas de réel sujet, parce que si elle est maligne, la mairie, elle peut passer... Ça fait 10 minutes qu'on parle, vous dites qu'il n'y a pas de réel sujet, elle est quand même extraordinaire. On dit que tu t'es trompé, que la loi à laquelle tu fais référence, elle a été modifiée par le Conseil d'État d'une certaine façon, puisqu'ils ont déjà dit en 2016 qu'il pouvait y avoir un caractère festif avec cette quand il y a les santons, quand il y a un usage local qui fait que... Et tu sais que en fait tout ça vient de la Ligue des droits de l'homme qui à chaque fois dépose plainte, mairie après mairie, parce qu'il s'agit de mairies
soit de droite, soit d'extrême droite, ou en tous les cas classés comme parce tels. que là, et donc ils vont faire de la politique là-dessus, mais ça n'a pas de sens. Mais ils ont le droit de déposer plainte parfois. Oui. Hey, bravo. Merci. Qui fait ça? Qui fait ça? Donnez-moi 3. Est-ce que ça vous a intéressé tout ce qu'on a dit? Pas du tout. Mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Qui n'a pas parlé? Qui a quelque chose à dire d'intéressant? Personne, merci comme d'habitude. On va voir le sondage. Oui, à 92%. Ah oui. Doit-on? Moi, je suis d'accord. Oui, franchement. Mais qui ça dérange à part Gilles Verdez? Géraldine. Non, ouais, mais Géraldine, c'est pas pareil, là, parce qu'elle voulait te faire plaisir une fois dans la semaine. Non, mais je te le dis, les mecs, c'est très bien. Moi, je suis pour à fond. On a toutes les fêtes culturelles, sinon. Je suis pour à fond. Je suis désolé, je suis pour à fond. Après, il y a Gilles Verdez qui est comme d'habitude, voilà, qui saccage tout. Qui saccage le monde. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui te dérange? La loi. Qu'est-ce qui te défrise, Patrice? La loi. Mais arrête avec la loi. Arrête avec la loi. Arrête avec la loi. Si on parle plus de loi, arrête avec la loi. La loi, c'est quand elle t'intéresse. Mais la morale aussi. Pourquoi mettre une Gilles, s'il te plaît, est-ce que tu vois pas qu'en ce moment, les gens, ils se divisent à cause de la religion? Donc, pour une fois que les gens peuvent se réunir, et on devrait le faire avec toutes les religions, à chaque fois qu'il y a une fête ou quelque chose de positif, et ben on le fait tous ensemble. C'est tout. Donc là, on fait Noël ensemble, on mangera ensemble après Ramadan, et on fera qui pour ensemble? T'es pas content? Tu veux la guerre? Non, mais c'est bon, calmez-vous, là, je suis avec mon pote. Calmez-vous, là, je suis avec mon pote, on redescend de 2 étages, là, direct. Viens, frère, on se barre d'ici, ils aiment pas Noël, viens. Non, on se casse de là. Bande de connards. Alors, ils n'aiment pas Noël. Ils n'aiment pas Noël, on se barre d'ici. Je t'ai connu plus grand, toi. C'est Yann 4 ans, le Père Noël. Ouais, alors... Non, mais moi, j'ai strictement rien du tout contre la religion catholique. Non, mais t'arrêtes, toi, t'es un chien. T'es un chien galeux. Mais pas. Oui, si vous voulez. Mais dans le débat, je ne comprends pas. Cette image, elle est très belle, mais derrière vous, mais elle n'a rien à faire dans une mairie qui est un édifice public. C'est que des associations comme la Ligue des droits de l'homme, qui sont d'ailleurs en partie financées par l'argent public, si vous voulez, s'agacer de ce genre de choses. C'est franchement pas... c'est perdre son temps. Ce sont des gens qui ont plein de combats à mener. Le Conseil d'État leur donne parfois raison, Jacques. Mais ils ont plein de fois raison. Ils ont plein de combats à mener, notamment sur des gens qui sont emprisonnés à travers le monde. Mais franchement, venir s'énerver sur l'organisation de crèches dans des mairies dans le sud de la France, ça n'a aucun intérêt. C'est politique, là. C'est juste évidemment que c'est politique. C'est ce que je vais essayer de lui faire dire. Voilà. Et puis arrête de jouer sur les textes de loi pour nier une réalité qui est que Noël est la fête la plus populaire en France. C'est une réalité. Tout le monde fait Noël. Même ceux qui ne sont pas catholiques fêtent Noël. Il y en a plein qui fêtent Noël. Ça fait plaisir à tout le monde. Et toi, tu veux les faire chier. Moi, je veux faire chier personne. Mais pour autant, les non-catholiques. Pour autant, juste. Je peux continuer ou on change de débat? Arrêtez de faire un débat sérieux. Non, mais pour autant, les non-catholiques qui fêtent Noël avec leurs enfants, avec leur famille et tout ça, ne mettent pas de crèche chez eux. Est-ce que tu mets une crèche chez toi? Est-ce que tu mets une crèche chez toi? Est-ce que vous mettez une crèche chez vous? Bien sûr, je mets une crèche chez moi. Vous mettez une crèche chez vous avec le petit Jésus et tout? Oui, le petit Jésus. Ça, c'est un gros scoop alors. Le petit José. Le petit José. Il y a tout le monde. Il y a le petit Jésus, il y a le petit José, il y a le petit Youssef, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. On s'éclate. Moi, je pense que la crèche fait partie du patrimoine de Noël et que c'est au-delà d'un symbole religieux et qu'au même titre que le Père Noël, les guirlandes, les sapins, ça fait partie du patrimoine. La meilleure preuve, Guillaume, c'est que Yasser Arafat, il allait tous les ans à Bethléem au moment de Noël. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Ah, donc il y a des crèches dans les synagogues et dans les mosquées? Pardon? Il y a des crèches dans les synagogues et les mosquées? Ah non. Non, mais on est en train d'expliquer que Noël, ça dépasse. Donc ça est une célébration qui est plus large que ça. Et ça n'a jamais été un problème jusqu'à ce qu'il y ait quelques. Bon, moi, vous m'emmerdez. Les gars, on va se retrouver dans un instant. Merci Julie d'être avec nous à visage découvert cette fois-ci pour nos téléspectateurs. C'est la première fois que tu as part à visage découvert? C'est la première fois, oui. C'est fou, oui. Voilà, donc c'est vrai que la dernière fois, tu avais choisi de garder l'anonymat. Pourquoi tu as part à visage découvert aujourd'hui? Parce que je me suis beaucoup fait attaquer sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a les photos qui ont circulé sur moi et finalement à visage découvert, je trouve que le témoignage aussi, il parle plus qu'à visage couvert. C'est sûr, c'est sûr. On va rappeler l'affaire. Juste, qu'est-ce que tu réponds à l'avocat J'ai pas forcément quelque chose à répondre à l'avocat. Je trouve juste l'accusation ignoble.
ignoble parce que tentative d'extorsion de fonds, j'ai jamais demandé un centime, donc c'est vraiment ignoble. Je comprends pas du tout même. Julie, on va revenir sur ton histoire et tu vas nous dire pourquoi, aujourd'hui, il y a cette riposte. Juste, Myriam Palomba, on en est où de cette affaire? Alors, on en est, c'est assez troublant parce que, donc, hier, 2 nouvelles plaintes de 2 personnes, de 2 jeunes femmes différentes auraient été déposées. Alors, je vous cache pas que j'ai appelé le parquet, que c'est pas très clair cette histoire, parce qu'il parle de 2 plaintes qui ont été déposées à Bourg-en-Bresse et, en mon avis, alors, de ce que je sais, il paraît qu'il y a peut-être des erreurs là-dessus. Alors, il y a peut-être des erreurs, je pense que ça fait... On aura les infos demain, mais apparemment, Gilles, vous avez enquêté, apparemment... Je vais vous dire... Des approximations. Il y a des approximations. Il y a des approximations, c'est-à-dire que je pense que les 2 plaintes à Bourg-en-Bresse, effectivement, ce sont les tiennes, Julie, et selon mes informations, il y aurait juste une nouvelle plainte. Mais qui serait apparemment, Gilles... qui ne serait pas recevable apparemment. Oui, pour le moment, on n'a ni l'identité, ni la provenance. Ce qu'on sait, c'est que c'est la brigade des mineurs qui est très compétente, qui se charge du dossier. Tout est regroupé chez eux, parce que Julie, donc, dans sa plainte de viol, cite un viol alors qu'elle était mineure. Donc cette brigade-là, Cyril, qui est spécialisée, va enquêter. Mais effectivement, il y a encore aujourd'hui, là, à cette heure-là, un aspect flou sur les autres plaintes, c'est vrai. Oui, c'est assez flou parce qu'en fait, il parle de 3 plaintes, dont 2 déposées à Bourg-en-Bresse. Donc, il n'y a pas 10 000 victimes de Coé qui ont pu déposer à Bourg-en-Bresse. Donc, c'est là où c'est flou et c'est pour ça qu'on demande, en tant que journaliste, je pense que je ne suis pas la seule il y a un problème, à demander des renseignements, des éclaircissements. Mais moi, selon mes infos, il y a quand même une plainte qui a été posée en plus. Et selon nos infos, je vous le dis, apparemment... il y aurait un problème au niveau de ces plaintes et qu'elles ne seraient pas recevables. Apparemment, je dis ça avec des pincettes. Oui, on faut prendre le conditionnel, mais vous avez raison d'émettre ce doute. Conditionnel, c'est ça. Conditionnel, mais voilà. Une erreur du parquet de Bourg-en-Bresse qui devrait dire qu'il s'est trompé, lancer un erratum. Exactement. Apparemment, il y aurait une erreur du parquet de Bourg-en-Bresse. Si c'est le cas, c'est grave parce que tous les médias l'ont annoncé. Mais bon, je vous le dis, on va avoir les infos demain, mais a priori, de la petite enquête qu'on a fait, ce serait ça. Julie, Coé, l'avocat de Coé hier, parle d'extorsion de fonds et il déclare même qu'ils ont des preuves de ce qu'ils avancent. Regarde. Faux usage parce qu'on a les preuves matérielles, tangibles, de la fausseté d'un certain nombre de choses qui ont été dites ou produites. Nous avons annoncé dès jeudi qu'il y aurait d'autres plaintes parce que nous savions, il y avait une montée en puissance avec une volonté d'obtenir des fonds de la part de notre client. On n'est donc pas très surpris qu'aujourd'hui, comme par magie, une autre plainte sorte avec, on peut le craindre, les mêmes incohérences, les mêmes mensonges, les mêmes défauts de preuve que là. Alors Julie, ça tombe bien que vous soyez là. Je vous sens énervé par ce que vous voyez. Je ne suis pas vraiment, je dirais pas que je suis énervée, je suis plutôt, je suis outrée presque. C'est que je trouve que c'est pas logique. Rien que l'avocat, je trouve ce qu'il dit, c'est pas logique. Quand il parle d'extorsion de fonds, est-ce que vous avez réclamé de l'argent à un moment ou à un autre? Absolument pas. Jamais. Jamais un centime. J'ai absolument pas parlé d'argent, ne serait-ce qu'avec mon avocat, donc. Ils disent apparemment, Gilles, qu'ils auraient même des preuves. Oui, ils disent. C'est ça qui est troublant, Julie, c'est qu'ils disent qu'ils ont des éléments concrets selon lesquels une bande organisée, plusieurs personnes non, mais je vous pose la question, aurait manipulé, vous aussi sans doute, pour obtenir de l'argent, en quelque sorte, faire un chantage. Ils ne prononcent pas les mots, mais c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une quelconque réalité? Et d'où ça sort cette théorie des avocats de M. Coé? Après, moi, je vais répondre. Moi, ça, c'est la justice qui pourra éclaircir l'histoire. Mais moi, les preuves, je ne les ai pas inventées. La justice, elle va le montrer que les preuves ne sont pas inventées. Puisque les preuves, ce sont vraiment les faits et ils les ont. Ils ont absolument tout. Donc, eux, ils sauront faire la lumière là-dessus. Mais je n'ai jamais demandé un centime. Et j'aimerais bien voir les preuves qu'ils ont. Parce que, absolument, j'ai demandé 0 €. Je suis allée à mon avocat. J'en ai fait d'ailleurs 2 avant de choisir le mien. Enfin, je veux dire, j'en ai pas... J'ai pas peur de le dire, j'ai pas parlé d'argent. J'ai pas parlé d'argent et c'est pas dans des histoires comme ça qu'on gagne de l'argent. Ça, faut bien être clair là-dessus aussi. Pour dire, moi, le samedi où j'ai été porter plainte, je l'ai fait. J'étais même pas sûre d'aller porter plainte ce jour-là. C'est que je marchais
dans la rue. Et je me suis retrouvée devant la porte de la gendarmerie et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais que tu le fais. C'est-à-dire que moi, j'y suis allée, j'avais pas d'avocat quand je suis partie porter plainte. J'y suis allée comme ça. Et j'avais pas d'avocat bien avant, après la plainte. J'en ai trouvé un là maintenant qui saura défendre l'affaire, mais sinon, non. Donc il n'y a pas d'extorsion de fonds. Moi, j'y suis allée comme ça sans même savoir ce qui allait m'attendre. Quand est-ce que tu as été en contact pour la dernière fois avec Sébastien Coé? Cet été. Cet été on dit, je te dis tout, que tu leur aurais proposé de le rejoindre. Alors ça, c'est ce que Gilles Verdez avait... C'est ce que l'entourage de Sébastien Coé m'avait rapporté, effectivement. Alors ça, il y a encore les preuves, parce que heureusement que je garde tout. Absolument pas. C'est lui qui m'a dit qu'il mixait dans le 38. D'accord. Donc c'est vous qui lui avez proposé de venir ou c'est lui Il n'y avait même pas une intention de se rejoindre. Il m'a dit, je mixe dans le 38. Je lui dis, ah bon, où ça? Et c'est là qu'il m'envoie vers un plan d'eau, vers la vallée du plan d'eau, je sais pas quoi. Non, j'y suis pas allée. Ah d'accord, c'est le dernier contact? Non, je n'y suis pas allée. D'accord. Et la dernière fois que vous l'avez vu? La dernière fois que je l'ai vu, c'était en mars. En mars 2022. C'était pour quelle occasion? C'était les faits. D'accord. Les faits, les deuxièmes faits que vous relatez. Parce que c'est quoi les deuxièmes faits? Parce que c'est vrai que on avait parlé que des premiers faits la dernière fois. C'est vrai. C'est quoi les deuxièmes faits, Julie? Les deuxièmes faits, c'est la même chose que les premiers, finalement. Et c'est-à-dire, vous voyez où, en fait? Alors, on se rejoint devant les studios d'énergie, parce que j'étais sur Paris pour un séminaire du travail. On se rejoint, en fait, vers Énergie, 22 rue Boileau. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit, je te ramène à ton hôtel, c'est mal fréquenté. Donc, je monte dans sa voiture et finalement, je me retrouve chez lui. Là, vous dites quoi? Vous lui dites non, j'ai envie de rentrer chez moi, ou bien vous dites bon, on va prendre un verre? Comment ça se passe? Non, il ne propose pas de prendre un verre. Je lui dis simplement que je souhaite sortir de la voiture. Il me dit de toute façon, pour remonter, non. Il faut un badge. Et c'est à ce moment-là qu'il se repasse les mêmes faits. Je ne vais pas les expliquer parce que ça me touche encore beaucoup et je me sens encore vachement coupable, donc je ne veux pas trop en parler. Ça, la justice fera sa lumière aussi. Pourquoi vous vous sentez coupable, Julie? Parce que j'y suis retournée. C'est ça, coupable d'être revenu le voir? D'être revenu, d'avoir gardé ce contact, parce qu'on a gardé malgré tout contact. Malgré tout... Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ça s'appelle l'emprise, ça. C'est ça, l'emprise. C'est ça, l'emprise. Oui, il y a un des avocats, vous l'avez dit, vous avez consulté plusieurs avocats avant de choisir le vôtre. Il y a un des avocats qui dit que, premièrement, vous ne saviez pas où il habitait au moment où vous l'avez vu, cet avocat. Et deuxièmement, que vous aurez posé la question à l'avocat, combien est-ce qu'on peut lui prendre pour cette affaire? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est les propos de la personne, hein, c'est pas... Qui donne le nom de cet avocat que j'ai été voir? Parce que les avocats, ils sont donc déjà pas médiatiques et j'ai donné absolument le nom à personne. Donc si vraiment il l'a retrouvé... Ah mais moi je l'ai eu, je vais pas le dire parce que voilà, mais moi c'est des propos que j'ai recueillis. Non mais de l'avocat? Oui. Donnez le nom de l'avocat. C'est Maître. Je peux pas le donner parce que c'est... Si. On va pas citer nos sources. Non, si, mais c'est Maître. Non, je vous dirai pas qui, mais je vous dis que j'ai eu un avocat qui m'a dit ça. C'est une femme ou c'est un homme? C'est un avocat. Donc c'est un homme? C'est un avocat. Donc, tu peux dire que c'est une femme ou un homme? C'est un homme. Et ça prouve que c'est complètement faux, puisque j'ai vu des femmes. Ah oui? Ouais. Ah, moi, j'ai vu un mail où vous l'avez contacté en disant bonjour, je souhaite... Un mail? Oui. J'ai pas échangé de mail, j'ai appelé directement. J'appelle que les avocats directement. Vous avez le mail? Je vais le lisez-le nous, on va voir si parce que Juliette, je crois qu'il me l'a envoyé en photo. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Hein. C'est une avocate que j'ai vue. Je vois que des femmes. Donc jamais vous n'avez demandé d'argent, Julie? Absolument jamais. Et ça, j'en suis certaine. Parce que j'en veux pas. Vous voulez pas d'argent, c'est pas votre but? C'est pas mon but. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir me reconstruire et de pouvoir faire entendre... Moi, ma seule victoire, ce serait de vraiment être considérée comme une victime et de pouvoir m'en sortir. Parce que je vous assure que d'être sous antidépresseur, on ressent plus rien, on vit plus, en fait. Je suis à 300 mg par jour. C'est en fait, on est comme ça, on est linéaire. Toute la médiatisation de cette affaire et le fait qu'ils aient porté plainte contre vous, est-ce que
Vous dites quoi? Vous le saviez, vous redoutiez ça? Vous saviez que ça allait prendre... Je le redoutais pas parce que je me suis jamais dit, bah oui, il va avouer tout de suite. Je me suis pas dit, oh bah oui, il va y aller, il va s'avouer coupable. Pas du tout. Je savais que j'allais avoir une plainte de lui, je savais qu'il allait faire des démentis, etc. Après, moi, j'ai absolument tout en ma possession et la justice a aussi les choses. Donc après, à voir. Alors il y a la chaîne qui dit bien sûr on ne peut pas montrer le mail à l'écran. Non. Ils ont pris pour des abrutis. On ne peut pas dire le nom de l'avocat, mais on va montrer le mail à l'écran. Ils prennent vraiment pour des cons dans la chaîne. C'est bien de le savoir. C'est important de savoir qu'on est pris pour des cons dans sa propre chaîne. Ça fait toujours plaisir. Pourquoi il y a des gens qui disent que tu n'es pas clair sur ton âge? Julie, je te pose toutes les questions comme je t'avais dit. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Parce que tu dis que la première fois qu'il y a eu ce drame dans la chambre d'hôtel, tu dis que tu avais 15 ans et il y a pas mal de gens qui disent que en fait tu n'avais pas 15 ans, que tu mentais sur ton âge, etc. C'est ça, Gilles? Oui, des approximations sur l'âge. Ça, on en a parlé aussi ensemble. Est-ce que vous pouvez remettre effectivement... Je suis née en fin d'année, je suis née en septembre. Donc en fait, ma première rencontre, c'était à 15 ans. Quand les faits se sont passés, j'avais 16 ans révolus. Donc en fait, ça, c'est pareil. Sur la plainte, c'est marqué. Oui. C'est marqué, et sur les âges aussi, je ne peux pas mentir sur mon identité. La justice s'est prononcée d'une certaine façon. Elle a rencontré Coé à 15 ans, mais le premier acte supposé aurait eu lieu à 16 ans. C'est ça. C'est une mère de plus de 15 ans. C'est ça. Je trouve qu'on est quand même assez dur avec Julie. Qui nous? Non, pas vous, mais je trouve Guillaume, voilà, je trouve que malgré tout, en fait... Non, mais on relate Non, mais vous relatez rien. Par exemple, ce que tu viens de faire, il y a une plaignante... Laissez-la parler là. Il y a une plaignante et il y a un en mise en cause. Donc on va laisser faire la justice. D'ailleurs, Julie l'a dit dès le début quand elle est venue la première fois sur le plateau masqué, on va laisser faire la justice. Mais malgré tout, il faut quand même comprendre que globalement, les femmes qui parlent, même si ça nous met mal à l'aise, globalement, les femmes qui parlent, elles disent souvent la vérité. Voilà. Donc il faut quand même le dire. Je ne vois pas ce que Julie a à gagner. Justement, qu'est-ce que ça t'a apporté depuis? Qu'est-ce que Julie a gagné à part énormément d'emmerdes en fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté depuis, Julie? Passe à autre chose. Une libération. Une libération parce que ça fait 10 ans que je dis rien. Ça fait 10 ans que je me suis persuadée que c'était presque moi la coupable. Je me suis mis ma famille, presque, je dirais ma famille ado. Ils disent quoi ta famille aujourd'hui? Ils se sentent coupables. Ah ouais? Maintenant, ils se sentent coupables parce que ma sœur a prévenu et malheureusement, moi, je ne l'ai pas écoutée. J'ai continué. Elle a alerté mes parents qui m'ont fait confiance et... Parce que Cyril, pardonnez-moi, mais dans ce genre de fonctionnement, évidemment qu'il y a de la fascination pour la vedette, évidemment qu'il y a de la sidération, évidemment qu'il y a de l'emprise, évidemment qu'après on dit « Ah mais peut-être qu'il faut faire ça pour être connu, pour travailler à la télé ou pour travailler à la radio ». Donc peut-être qu'il y a aussi tout ça, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. Donc je pense que aussi quand on est regardé, nous, par aussi des jeunes qui écrivent à des gens qui sont connus, à des gens qui sont dans le spectacle et tout ça, il faut aussi leur dire ça. Que voilà, elle peut aussi, je ne sais pas si vous dites la vérité ou vous mentez, mais ça peut aussi participer à un système de prédation et tout ça, donc il faut quand même faire très attention aussi. Et pas tout de suite l'accabler en disant, en gros, tu veux quoi? La notoriété, tu veux de la thune? Ouais, mais attends. Et on l'accable pas, Géraldine, il y a deux versions contradictoires. Oui, non, mais tu as bien cherché. J'ai absolument pas donné mon avis, il a pas dit n'importe quoi, Géraldine, j'ai pas donné mon avis. Non, mais il y a un côté un peu genre, en gros, mais pourquoi tu es retourné? C'est quand même bizarre. Est-ce que j'ai posé cette question? Non, mais il y a un truc un peu comme ça. J'ai été contacté par un avocat qui a dit que, vous ne connaissiez pas son adresse, et deux, que vous lui auriez demandé combien vous pouviez récupérer d'argent. À vous de me dire si c'est vrai ou faux. Il y a deux versions. Elle a dit que c'était faux. Voilà. Après, le téléphone de Julie, tu me dis si je me trompe, il a été perquisitionné. Donc il y a tout un tas d'éléments aussi que la police a en sa possession sur des échanges qui pourraient être aussi délictueux. Donc ça, c'est la police de faire son travail. Moi, je sais que j'ai vu quelques échanges. C'est à la police de voir si ces échanges à l'âge où tu avais sont délictueux. Tu as eu les avocats et l'entourage de quoi? J'ai pas eu les avocats. C'est vrai qu'ils ont l'air sur deux. Sur deux, et c'est pour ça. Même l'avocat hier, il a l'air vraiment extrêmement. Sur deux, et c'est pour ça que c'est très bien que Julie soit là pour répondre point par point sur bande organisée, extorsion, je ne veux pas d'argent. C'est pour ça que c'est très clair et qu'elle a tout à fait la latitude et que Julie a toujours voulu, accepter, même pas voulu, que les deux versions puissent être présentées. Et là, c'est très bien parce que Géraldine, en fait, Julie présente la vôtre. Ce que font Gilles et Guillaume. Non, mais bien sûr, mais j'entends, c'est l'autre partie. Voilà.
Gilles et Guillaume, ils sont obligés aussi de demander à Julie. Mais tu relates rien du tout. Tu dis un mail que tu as vaguement reçu d'un avocat. Pas vaguement, j'ai reçu. C'est quoi tes sources en fait? C'est quand même un peu léger. Est-ce que le mail il est sérieux? C'est un avocat sérieux. C'est un avocat sérieux. Bien sûr, un avocat qu'on connaît, qui est très sérieux et qui m'a envoyé ça. Ton avocat il est sérieux et Julie elle n'est pas sérieuse. Ce qu'il faut dire, c'est pas bien ce que tu dis, Géraldine. Il y a un truc un peu comme ça. Mais n'importe quoi. Géraldine, tu vois bien qu'il y a deux versions contradictoires. Donc Julie est là pour donner sa version des faits et c'est très bien. On l'écoute et Julie elle-même l'a dit. Il y a la présomption d'innocence. Il faut écouter la version de Coé et de ses avocats. C'est pas bien le procès que tu es en train de nous faire, Géraldine. Ça n'a rien à voir. Et moi j'avais une autre question. Hier, l'avocat de Coé a sous-entendu, était pas très clair là-dessus d'ailleurs, sur les conversations, sur les SMS, soit qu'ils étaient faux, soit qu'ils auraient été modifiés. Vous maintenez que ces conversations sont réelles, qu'elles n'ont pas été tronquées, qu'il n'y a pas eu de message supprimé? Elles n'ont pas été truquées, ces messages-là. Et de toute façon, quand on fait comme tu as pu le dire, quand on se fait perquisitionner son téléphone, il retrouve absolument tous les échanges et tous les messages supprimés. Donc même si si tout le monde suppose que j'en ai supprimé, ils sont retrouvés. Donc moi, j'ai donné mon téléphone en toute tranquillité. Mais moi, j'ai pu visionner des choses. Il n'y a rien de supprimé. Effectivement, quand on voit une capture d'écran, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui a été supprimé. Moi, j'ai vu les textos, il n'y a pas de choses supprimées. Vous êtes plus heureuse avant ou maintenant que vous avez parlé? Alors, je dirais pas que je suis plus heureuse parce que maintenant mon travail est au courant. Je veux dire que ça m'a mis un peu, comme le dit si bien Géraldine, j'ai tout à y perdre. Moi, mentir, j'ai tout à y perdre. Bien sûr. Donc j'ai absolument aucune raison de le faire. Votre entourage et même vos collègues, ils disent quoi? Ils vous soutiennent? Ils disent quoi? Mes collègues me soutiennent, mon entourage aussi. Après c'est quand même très difficile parce que dans le milieu médical, on voit beaucoup de monde. Donc c'est vrai que... Aujourd'hui, vous avez montré votre visage à énormément de monde. C'est la première fois que je le fais. Ouais. Parce qu'il circulait sur les réseaux sociaux, mais jamais aussi exposé. Demain, donc, il y a encore peut-être des gens qui vont vous en reparler. Vous l'avez fait aussi, pourquoi? Pour montrer que la parole, en fait, on doit plus avoir peur et que c'est important de parler. Alors, je ne dis pas d'aller parler dans les médias. Si ces personnes-là ne veulent pas le faire, elles peuvent le faire directement en gendarmerie ou à la police. Appeler le parquet, elles peuvent se rendre en gendarmerie. Mais il faut montrer que, en fait, toutes ces accusations-là, pour moi, c'est pour faire peur et j'ai plus peur et je ne veux plus avoir peur. J'ai eu assez peur. Je veux dire, avant même que ce soit révélé sur Twitter en mon nom propre, j'étais passée par un compte anonyme. J'ai reçu quand même un appel d'une fausse avocate. Et ça, je pense que c'est bizarre, personne n'en parle. Mais j'ai reçu un appel d'une fausse avocate. Vous l'avez dit sur Twitter. Voilà, mais bon. Mais personne ne revient là-dessus. Mais j'ai été intimidée. D'accord. J'ai été intimidée. Et il ne faut plus en fait avoir peur. Ça, vous ne nous l'aviez pas dit, ça? Non, parce que j'ai eu très peur au départ. Je me suis dit jamais je pourrais aller porter plainte. Je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai trop peur. Ils vont venir chez moi. J'ai commencé à flipper. Et finalement, je me suis dit mais pourquoi avoir peur? Tu vas te rendre en gendarmerie et justement c'est eux qui vont faire la lumière sur cette histoire et je leur fais entièrement confiance puisque je leur ai donné mon téléphone et qu'ils l'ont extrait. Donc pour moi il y a absolument Oui, puis merci Julie, merci, désolé, il est 21h18, merci Julie d'avoir été avec nous, merci Myriam de votre témoignage tout de suite, c'est Montjuil sur C8, merci. Ce matin, Apolline de Malherbe, la maire de Romans-sur-Isère, est revenue sur le meurtre de Thomas qui secoue la région et le pays depuis plus d'une semaine. Elle a déclaré que le nom des agresseurs avait été donné bien trop tard, selon elle. Elle n'est pas la seule à dénoncer une omerta, car les prénoms des agresseurs seraient devenus un enjeu politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce qu'il fallait donner très vite le nom des agresseurs? Voilà, oui ou non? Regardez. Merci Bruno. Moi, je pense que de ne pas avoir communiqué sur les prénoms plus tôt, c'était indécent. Ça, je le dis parce que, par respect pour les familles, je ne vois pas pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un autre drame, eh bien, on va communiquer nom, prénom tout de suite. Et là, il a été nécessaire. Enfin, chacun attendait. Et finalement, les noms circulaient sur les réseaux sociaux avant qu'ils ne soient confirmés par les autorités. Quel guignol. Non, je parlais d'un des chroniques. Merci Stanislas Rigaud d'être avec nous, porte-parole de Reconquête. Pour vous, il fallait donner les noms, bien entendu, ou pas? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est intéressant que ce soit la maire de Romans-sur-Isère qui en parle ce matin chez votre consoeur Apolline de Malherbe. Oui, c'est absolument indécent d'avoir caché aussi longtemps les noms, d'autant que on a appris dans le Figaro cette semaine que
Gérald Darmanin confie les noms à un ministre et en lui disant si ça se sait, ça peut embraser le pays, ça peut énerver le pays de savoir les noms. Non, mais il a peut-être raison, le ministre de l'Intérieur. Bah oui, mais à la fin des fins, il a le pouls du pays quand même, le ministre de l'Intérieur. C'est très juste. Mais en fait, il sait que ça va tendre les gens, mais plus il les cache, plus il les dissimule, plus les gens demandent, et puis quand ça arrive, ça énerve encore plus les gens. Et donc je crois que la meilleure des choses dans ce genre de situation, c'est d'être transparent. C'est d'être transparent sur les profils, c'est d'être transparent sur les noms, sur les casiers judiciaires, parce que les personnes qui ont causé le drame de Crépol, qui a conduit à la mort de Thomas, ce jeune rugbyman de 16 ans, ils sont en plus connus des services de police. Donc je crois qu'on a le droit, nous, Français, de savoir qui sont les gens qui sèment la terreur dans notre pays. Oui, mais derrière, quand le ministre de l'Intérieur dit que ça va y avoir un embrasement, on peut aussi le croire. Il y en a beaucoup ici qui sont d'accord avec la maire de Morsan-sur-Isère, notamment Jacques Cardoz. Vraiment. Oui, moi je crois que ça sert à rien de vouloir dissimuler la vérité et je suis pour que ce soit le cas, quel que soit le fait divers, et de façon à éviter des interprétations. Et je trouve que le fait de le dissimuler fait naître aussi une forme peut-être de fantasme, ou en tous les cas amène une partie du pays à se demander pourquoi le ministère de l'Intérieur ne veut pas donner et livrer les noms les prénoms. Qu'on s'appelle Paul ou qu'on s'appelle Mohamed, je pense que quel que soit le cas et quel que soit le fait divers, quel que soit ce qui s'est passé, à chaque fois pour moi, la règle devrait être la même. Et ça éviterait les fantasmes. Oui, parce que c'est contre-productif, parce que paradoxalement, c'est là où on va encore plus stigmatiser. Parce que comme on imagine, et que ça nourrit tous les fantasmes en disant on nous cache des choses, etc., quand les noms émergent, on nous dit vous avez vu, on a voulu nous cacher des choses. Alors que moi, je pense qu'effectivement, la règle doit être la même pour tous. Si on donne pour tout le monde ou on donne pour personne. Mais voilà, à partir du moment où on commence à donner pour les uns, on donne pour les autres. Et je pense qu'à l'inverse de ce qui a voulu être fait, c'est-à-dire calmer le pays, ça a fracturé encore plus le pays. Dany. Oui, ce qui est scandaleux, c'est qu'en plus, ils se sont empressés au début de nous dire que c'était des Français. Et c'est vrai, mais ensuite ils ont caché les noms quand ils sont aperçus qu'en fait les noms n'étaient pas à consonance française. Donc c'est un véritable mensonge, on nous prend vraiment, je suis désolée, mais pour des cons. Et quand Darmanin a parlé des Kevin et Mathéo, pour les émeutes, là les prénoms c'était important, il fallait les dire. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, je suis désolée, mais... Je suis entièrement d'accord avec Daniel Moreau, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion de débattre notamment sur une autre chaîne de télévision. Comment ? C'est sur quelle chaîne ? Je dirais pas le nom, ça va énerver tout le monde sur le plateau. Non, c'est une blague. C'était sur BFM. Et donc, j'étais sur BFM. Et quand je dis que, parce que ça se murmurait, parce que tout le monde avait vu les images, il y a des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux du début de l'agression. Et quand on voit le début, ces vidéos qui traînent, etc., on comprend le genre de profil. C'est des gens issus de populations immigrées maghrébines. Sauf que ce qui est scandaleux, c'est que quand on le disait, ils nous tapaient dessus en disant arrêtez de dire n'importe quoi, c'est pas vrai, vous êtes scandaleux. Et donc, encore une fois, il y a eu une complicité politico-médiatique pour que les Français ne sachent pas ce qui s'est réellement passé. Alors, Gilles Verdez. Je reprends Daniel sur un point ahurissant. C'est comme ça. Elle a dit, on s'est aperçu que c'était pas des noms à consonance française. Ça veut dire que Gilles, c'est français, et Souleymane, c'est pas à consonance française. Non, mais c'est incroyable de dire ça. Non, mais c'est de la folie de dire ça. Non, mais là, Cyril, on peut pas laisser passer ça. C'est vrai. Elle a raison. C'est vrai. Mais vous êtes malade. Gilles, c'est à consonance française. Il a raison. C'est vrai qu'il a raison. C'est invraisemblable. Il n'a pas raison, je suis désolée. Alors, il y a des bons noms français, des mauvais noms français. Mais tu joues avec les mots et c'est n'importe quoi. On va non plus nier l'origine de certains prénoms. Ils sont tous français, mais vous êtes malades. On parle de l'origine du prénom. Ils sont nés en France. Mais non, ils sont nés en France. Mais oui, c'est ce que vous racontez. Moundir, il est français, les gars. Ils font l'origine d'un prénom et c'est pas ce qu'elle a voulu dire. C'est ce qu'elle a dit. Bon, allez. Et alors, après, vas-y, mon Gilles. pour les prénoms. Moi, je suis totalement contre le fait qu'on donne ces prénoms. D'abord, la justice, très souvent, ne les donne pas. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Le procureur fait ce qu'il veut. Souvent, en France, on ne les donne pas. Et il ne faut pas être dupe. Si on les donne aujourd'hui, pourquoi ? C'est pour que des gens comme vous, monsieur Rigaud, puissiez récupérer politiquement. Oui. Parce qu'on va être très clair, Cyril. Ah, c'est Rachid. Tiens, ça sonne arabe. Tiens, peut-être qu'il est musulman, venu de l'immigration. Et boum, on dézingue l'immigration. Et c'est de la faute de l'immigration. Le drame incroyable de la mort de Thomas, bouleversant. Vous allez dire maintenant, c'est de la faute des immigrés. Et ça,
Ça, c'est de la récupération politique, donc c'est honteux. Je crois que justement le vrai sujet là-dessus, c'est pas la récupération. Ça, c'est un argument bidon. Parce que en prétextant que ce que nous faisons, c'est de la récupération, on occulte le débat de fond. Le débat de fond, c'est dans ce pays, oui, il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration. Ça, c'est factuel. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Darmanin qui lui-même cachait les noms. Je vous donne quelques chiffres en vrac, mais qui vont vous parler et qui sont pas de moi, qui sont de M. Darmanin. 55% de la délinquance à Marseille sont le fait de personnes étrangères. 55%. Ça veut dire quoi, étrangères? Des personnes qui n'ont pas de papier, ce sont des étrangers. Dans les transports en commun, c'est 90% des vols commis par les étrangers. Et là, c'est des Français. Oui, mais sauf qu'il y a un lien entre immigration et délinquance. Premier élément. Deuxième élément, pas inintéressant non plus. On sait très bien que ces vagues d'immigration peuvent causer ce genre de dégâts. Ça peut être des dégâts d'immigration. Oui, à 500 000 entrées par an. Vous appelez ça comment, vous? Ah, c'est la submersion migratoire. Oui, bien sûr. Quand il y en a 500 000 par an, oui, c'est une submersion, oui. Je ne sais pas. Attention quand même au raccourci entre l'immigration et une automaticité avec. Pas du tout. Et dit les choses comme ça, je ne pense pas que vous puissiez faire le lien. Monsieur Darmanin, le lien, il n'est pas établi comme ça. Non, Monsieur Darmanin. C'est pas un discours que vous pouvez reprendre comme ça tranquillement sur un plateau de télévision. Monsieur Darmanin, c'est plus complexe que ça. Monsieur Darmanin, il fait deux choses. Il parle d'ensauvagement. Terme que je reprends volontiers, et il donne ses chiffres. Sans faire un lien avec l'immigration. Qui est un ensauvagement dans la société, ça on est tous d'accord avec ça. Mais M. Darmanin, de fait, fait le lien, puisqu'il donne ces chiffres-là. Encore une fois, c'est factuel. C'est-à-dire que tous les immigrés ne sont pas délinquants, mais une grande part de la délinquance en France et de la criminalité est le fruit de personnes étrangères. Tout comme dans nos prisons, il y a 25% de personnes étrangères. C'est pas simplifier le discours. C'est pas automatique, mais en tout cas, c'est factuel. Comme les antibiotiques. Ouais. Oui. On vit quand même dans un monde un peu particulier quand même, parce que maintenant on veut dénoncer ces gens pitoyables qui ont commis une horreur absolue que tout le monde bien évidemment condamne. Dans le monde dans lequel on vit aussi actuellement avec Internet, visiblement on n'a pas besoin de dénoncer parce qu'ils se font dénoncer. On connaît la photo, on connaît l'adresse, on connaît ceci, et ce qui amène à dénoncer, ça va aller voir les parents, ça va avoir des meurtres. Et encore des bagarres, ça va aller faire des rencontres qu'il y a eu lorsqu'il y a eu là, avec la descente de l'extrême droite. Bon, je vous dis, moi personnellement, aujourd'hui, je suis assez perdu, vraiment, parce qu'on parle d'émigration, on parle de dire, lui, il est né en France, non, parce qu'il s'appelle Rachid ou il s'appelle Moundir, il n'est pas français. Franchement, ça me fait vraiment chier. Je vous le dis vraiment, ça me fait vraiment chier. C'est très grave ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, en fait. Pour toi, il fallait donner les noms ou pas? Non, il ne faut pas donner les noms, parce qu'il y a une justice, et puis, quoi qu'il arrive, les noms allaient sortir. Donc, quoi qu'il arrive, pourquoi donner les noms? Donc, donne les noms, l'adresse, l'âge. Et tu ne crois pas que c'est le contraire, en fait, Moundir? Tu ne crois pas que le fait que le gouvernement ou le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas exactement comment les choses se sont faites, ou le procureur de la République, d'ailleurs, peut-être, le fait qu'on ne divulgue pas les noms fait que dans les jours qui ont suivi, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé ce week-end, finalement, comme ça a été expliqué, ça circulait sous le manteau, et puis il y a eu cette idée selon laquelle le gouvernement veut cacher, parce que majoritairement ce sont des noms à consonance maghrébine, et donc du coup ça fait naître quelque chose, à mon avis, qui vient crisper encore un peu plus le débat, tu vois ce que je veux dire? Et donc je me dis, moi, mais pourquoi ne pas donner ces informations-là de façon très automatique dès le départ, pour éviter que... Depuis quand en France on dénonce... Enfin, on dit les noms. Il ne s'agit pas de dénoncer. Non, mais on doit dire les noms aujourd'hui. Moi, c'est la première fois, j'ai 50 balais, c'est la première fois que... Il ne s'agit pas de dénoncer, justement. C'est de dire le nom, donc le nom, prénom. Et de dire que le mec est un arabe, ou des maghrébines ou issus dits d'immigration. Il faut banaliser, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors mettez une loi. Merci Benjamin d'être avec nous, merci beaucoup. Cette histoire, c'est une des histoires les plus fortes. Qu'on est connu sur Touche pas mon poste, il est 20h57, on est en direct. C'est avec force et courage que vous acceptez de témoigner ce soir en direct à la télévision. Il vous est arrivé une des pires choses qui puisse arriver au cours d'une vie, perdre un enfant. Et la manière dont vous avez perdu votre fille est dramatique. Quel âge avait votre fille? 3 ans, c'est ça? Ouais, elle avait 3 ans, ouais. 3 ans, elle s'appelait comment? Estelle. Estelle. Tout allait bien dans votre vie? Tout allait bien. Vous étiez avec la maman depuis combien de temps? Ça faisait 12 ans qu'on était ensemble. Vraiment le bonheur? Une rencontre standard, le bonheur. On a profité de la vie, une vie normale, quoi. Avec Sandra? Avec Sandra Lodi, c'est ça. Vous étiez très amoureux, très liés, une belle famille. J'ai rencontré une femme douce, sensible, qui m'a charmé. Je suis tombé amoureux d'elle. On a pris le temps de... Vous êtes connus comment? On s'est connus via des amis qui nous ont, lors d'une soirée, qui nous ont présenté. On a échangé des mots, c'est bien passé, on a bien rigolé, on s'est revus. Et on est sortis ensemble d'une manière classique, quoi. Bien sûr. Et après,
Donc là, vous êtes restés 12 ans ensemble. Exactement, ouais. Vous étiez mariés? Non, on est en union libre. En couple, d'accord. Vous avez donc Estelle. Ça se passe bien au moment de la naissance d'Estelle? Ouais, c'était un choix commun de fonder une famille, d'avoir une fille. À la naissance d'Estelle, on est ravis, c'est le moment de bonheur. On démarre la vie de famille, tout se passe bien. On s'occupe chacun, tous les deux d'Estelle. Et on commence à construire une vie standard, quoi. Vous étiez heureux? On était heureux, ouais. Vous retrouviez votre petite fille tous les soirs. Vous faites quoi dans la vie? Je suis menuisier, ouais. D'accord. Mais il y a des tensions qui ont fait que vous souhaitiez mettre fin à la relation. Si c'est pas trop indiscret, pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? À la naissance de notre fille, Sandra s'est centrée sur elle, c'est devenu... Pareil qu'elle était jalouse aussi. Elle était jalouse, Sandra, possessive, même vis-à-vis de moi. Ouais. C'est ce que j'ai expliqué. Voilà, dès que je parlais à une femme ou que j'avais une amie trop proche, que je l'appelais trop souvent, elle était jalouse. Elle me faisait des remontrances et tout. Ce que je disais, ça avait un petit côté flatteur aussi d'avoir une femme qui tient à soi. Je ne le voyais pas d'une manière extrême et non plus comme un défaut trop important. Mais ce côté possessif, il s'est accentué au fil du temps avec notre fille. C'est devenu son seul centre d'intérêt. Moi-même, j'avais plus de place. Ouais. J'ai perdu ma place de père et Sandra était exclusivement centrée sur elle. Votre place de père et votre place aussi de... J'ai perdu ma place de conjoint dans un premier temps. Voilà. C'est ça d'abord. Elle voulait s'occuper exclusivement de votre fille et elle vous excluait de l'éducation, c'est ça? Exactement, ouais. Alors, pourquoi elle ne vous laissait pas vous occuper? Elle disait, ça y est, c'était son... Alors au début, je m'en occupais, les 6 premiers mois, je m'en suis occupé. Après, j'ai repris le boulot, je me suis centré sur mon boulot. D'un côté, j'étais content qu'elle s'en occupe, qu'elle donne les biberons. Et Sandra a arrêté de travailler pour s'occuper de notre fille. Et du coup, je m'en suis occupé de moins en moins. Et jusqu'à plus m'en occuper du tout. Dès que je voulais lui donner un biberon, faire une couche, je le faisais pas bien, je le faisais pas comme il faut. Elle m'a complètement évincé de mon rôle de père au fil du temps, quoi. Alors, vous vous séparez? C'est vous qui décidez de vous séparer, vous lui dites... Ouais, c'est... Elle avait quel âge, Estelle, quand vous êtes séparés? Quand on s'est séparés, elle avait 3 ans. 3 ans, donc c'était... Ouais. Vous vous séparez, vous lui dites quoi? Vous lui dites il faut qu'on se sépare Quand, en fait... J'avais plus mon rôle de conjoint et quand je me suis aperçu que mon rôle de père il s'effritait, je lui ai dit que c'était plus possible, quoi. Vous préfériez en fait avoir une garde partagée comme ça quand vous aviez la petite, vous en occupez. Voilà, c'était mieux d'avoir limite votre fille 2 jours par semaine plutôt que tous les jours et de ne pas l'avoir du tout en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Je lui ai demandé la garde alternée. Et pour elle, c'était inacceptable. Elle n'a jamais envisagé de se séparer de sa fille. Donc comment vous faisiez pour voir votre fille? Comment? Vous faisiez comment pour voir votre fille? Enfin, je la voyais, mais je pouvais pas. Vous aviez des moments seuls avec elle? Non, j'avais plus de moments seuls avec elle. En fait, comme elle travaillait plus, dès que moi j'étais à la maison, elle était là. Et pour moi, voilà, dès qu'on allait se promener, Sandra était toujours là. Et c'est au fil du temps, et c'est que tard où moi je lui ai exprimé, et je me suis entre guillemets révolté contre elle tard en lui disant mais il faut aussi que moi j'ai des moments seuls avec elle, que je puisse aller me promener seul avec elle. Et quand je lui disais ça, si je voulais faire une activité avec elle, il fallait qu'on en arrive à la dispute. Alors, vous faisiez chambre à part, hein? Ouais. C'est ça. Et c'est le 12 novembre 2020, chez vous, au nord de Lyon, que le pire arrive. Incroyable, puisque on vous a raconté le début de l'histoire, donc un couple tout à fait normal qui se rencontre. Ils ont une petite fille qu'ils aiment passionnément, ça se passe très bien, et puis bon, après voilà, il y a des problèmes dans le couple, ça peut arriver, après la naissance d'un enfant, tout ça c'est assez classique, enfin ça arrive quoi, et voilà, vous faites chambre à part, peut-être qu'après on s'est dit, parfois il y a des couples qui reprennent et qui repartent mieux qu'avant. Mais vous, le 12 novembre 2020, vous entendez votre fille pleurer en pleine nuit, puisque vous faites chambre à part, vous entendez votre fille pleurer, vraiment, et elle hurle. Non, elle pleure. Il arrivait qu'elle pleure la nuit, parce que je pense que c'est toutes les tensions qu'on avait. On s'était promis, on essayait de plus se disputer devant elle. Enfin, je pense que c'est des disputes qui troublaient ses nuits. Et il arrivait souvent qu'elle pleure la nuit.
Cette nuit-là, je l'ai entendu, et comme c'est sa mère qui s'en occupait, et je ne suis pas monté la voir. Je me suis dit, elle va s'en occuper. Non, vous n'êtes pas allé puisque vous vous êtes dit, sa maman va s'en occuper? Ouais. Et je me suis rendormi, comme toutes les nuits. Et là, elle pleurait plus, vous n'entendez plus rien? Sereinement, ouais. Le lendemain matin, vous préparez pour aller au travail. Vous voulez voir votre fille, et là, c'est l'horreur. Le matin, je me réveille comme d'habitude, je monte les marches, j'entends murmurer dans la chambre d'Estelle, j'entends que mon ex-conjointe qui parle, et je me dis, comment ça se fait qu'elle parle toute seule? Donc je décide de monter voir. Et là, j'entre dans la chambre de ma fille, et je découvre ma fille sur son lit, avec mon ex-conjointe penchée sur elle. Et là, et je vois je vois le sang, tous les impacts. Votre femme tue votre fille Estelle, âgée de 3 ans, de plus de 354 coups de couteau. Avec un ciseau, c'était. Avec un ciseau, oui, dont près de 50 au niveau de la nuque. Ouais. Ça s'est passé donc dans la nuit. J'imagine quand vous revoyez la scène, je vous vois, c'est insoutenable. C'est les images que j'ai vues, j'ai été transpercé de peur. J'étais engourdi, j'ai pas tout de suite compris ce qui s'est passé. Vous voyez votre fille en sang? J'ai vu tous ces impacts, j'ai vu une tache de sang derrière sa tête. Je comprenais pas, je tremblais. Et glacer le sang, je sais exactement ce que c'est. Physiquement, j'ai ressenti aujourd'hui. Mais oui, c'est ça, c'est comment on doit se sentir. On ne doit plus tenir sur ses jambes. Vous faites quoi à ce moment-là? Parce qu'on se dit, vous trouvez votre femme, elle l'aurait tuée dans la nuit, hein, quand vous l'avez entendu pleurer, c'est ça? Ouais. Et donc là, c'est le matin, elle est toujours penchée sur elle, alors que votre fille est en sang, 354 coups de ciseaux. Vous faites quoi? Vous dites quoi? Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Et là, elle m'a pas répondu. Elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit, c'est toi qui as fait ça, t'as voulu nous séparer. Là, qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai rien répondu, j'avais mon téléphone dans les mains, je voulais appeler les pompiers, et je tremblais tellement que j'y suis pas arrivé. Donc là, vous sentez de récupérer votre fille, de voir... Ouais, là, je me suis dit, il faut que je la sauve. J'avais qu'une idée en tête, c'était de la sauver. Et j'ai pas vu la transition entre le moment où il était allongé dans son lit et au moment où j'ai baissé la tête pour taper sur mon téléphone. J'ai relevé les yeux, elle l'avait serré contre elle comme ça. Et je me suis dit, il faut que je la sauve, il faut que je la récupère pour appeler les pompiers et la sauver, quoi. J'essaie de récupérer Estelle. Je commence à tirer, mais elle a tellement d'impact. Je me dis que si je tire trop fort, je vais l'abîmer. Du coup, je commence à lui taper sur la tête. Je me dis, il faut que je l'assomme, il faut qu'elle lâche, quoi. Donc je commence à lui mettre des coups de poing dans la tête. Et j'arrive pas à l'assommer. Elle tient Estelle avec son bras, tout. J'arrive à lui faire lâcher son bras. Son bras repasse devant moi. Je la mords, je casse son bras avec mes dents. Et je prends appui avec mon pied sur sa tête. Et là, je tire fort Estelle et je cours jusqu'à chez mes voisins. C'est ça. Vous vous enfermez chez votre voisin. Vous avez votre fille dans les bras. Et secours arrive. Que se passe-t-il? Les secours arrivent. Avant ça, il y a eu des trucs, mais je suis pas arrivé à faire le massage cardiaque. C'est Nico qui l'a fait. C'était très compliqué et tout. Votre voisin? Mon voisin, ouais. Et du coup, les secours arrivent. Il y a le SAMU. Mais à ce moment-là, je reprends espoir. Je me dis, il faut qu'il la sauve et tout. Et quand il branche le monitoring et là, je reprends espoir et tout, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme son cœur qui bat. Et malgré les doutes et la vision d'horreur et tout, je me dis, putain, elle vit encore et tout, faut qu'il la sauve, quoi. Et malgré tout ça, voilà, à un moment, il s'arrête et il m'annonce que c'est terminé, quoi. Votre maison est placée ensuite sous scellé. Vous vous retrouvez à l'hôpital nu, ça? Ouais, donc à la suite du décès, moi je suis emmené dans les camions de pompiers, je suis à l'hôpital, les gendarmes, j'étais en caleçon et en t-shirt, je me levais, ils récupèrent mon t-shirt, mon caleçon, ils le mettent dans des pièces à conviction, donc je me retrouve nu en tenue, en chambre d'hôpital, quoi, en tunique d'hôpital. Et par la suite, donc j'avais plus de téléphone, plus de portefeuille, plus de voiture, plus de maison. Je me suis retrouvé au sens propre à poil. Alors ensuite,
votre ex-compagne, Sandra, a avoué son meurtre. À 6h45, elle avait écrit un SMS à sa mère. Elle lui avait dit « J'ai tué ma fille. Il a voulu la garde totale. Je ne peux vivre sans elle. » Comment elle a avoué son meurtre, à part par ce SMS? Elle a fait ce SMS dans un premier temps. Ensuite, quand je suis arrivé dans la chambre, la phrase qu'elle m'a dite, t'as voulu nous séparer, c'est toi qui as fait ça, tu as voulu nous séparer. Les pompiers et les gendarmes sont arrivés. Sa déclaration, ça a été de dire j'ai réfléchi toute la nuit, il voulait me l'enlever, j'étais obligé de le faire. Est-ce qu'elle lui avait déjà levé la main dessus? Ça a toujours été une femme douce, sensible, attentionnée. Il n'y a aucun signe. Elle l'a jamais frappée. Elle n'a jamais eu un mot difficile pour elle. Elle était très attentionnée et elle laissait personne s'en occuper à part elle parce qu'elle voulait que tout soit bien fait, tout bien cadré, quoi. Il n'y avait que sa mère. Moi-même, j'ai été exclu au fil du temps. Il n'y avait plus que sa mère qui avait le droit de s'en occuper, quoi. Alors maintenant, on va passer encore à un step. Puisque le 9 novembre dernier, le procès a eu lieu. Votre ancienne compagne a été déclarée irresponsable pénalement. Elle ne sera donc pas jugée et n'ira pas en prison. Quand une irresponsabilité est prononcée, c'est qu'il y a eu au préalable une contre-expertise avec 2 autres experts. Et donc, elle a été considérée comme, entre guillemets, folle. Donc, pas de procès. Après avoir mis 354 coups de ciseaux à votre fille, à sa fille. Et aujourd'hui, donc, pas de procès. Comment vous avez accueilli cette décision? J'avais toujours gardé l'espoir que la justice fasse son travail de par les expertises psychiatriques et tout. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais voulu médiatiser cette histoire. Mais quand il a été établi qu'elle allait être irresponsable, je me suis dit, je ne peux pas accepter ça. Et je suis obligé de dénoncer cette injustice. Et j'ai accueilli jusqu'à la chambre d'instruction. Il y a eu la chambre d'instruction. J'ai toujours gardé espoir. J'ai eu le sentiment que le jury et l'avocat général avaient une lecture objective parce qu'ils ont approuvé qu'elle mentait sur ses voix. Ils ont approuvé qu'elle avait une mémoire parcellaire pour s'arranger et se déculpabiliser. Elle rejette toute la culpabilité sur moi-même. Et du coup, jusqu'à la chambre d'instruction, j'ai toujours gardé espoir. Je me suis dit, ils vont prendre la bonne décision. Et c'est le 16 novembre qu'ils ont annoncé qu'elle était irresponsable. Et jusqu'à ce jour-là, je gardais espoir. Mais quand ils ont annoncé ça, j'ai été révolté. C'est normal. Je veux dire, vis-à-vis de ma fille, c'est inaudible et c'est un manque de respect incroyable. Aujourd'hui, 3 semaines après le procès et 3 ans après le drame, votre ex-compagne est à l'hôpital. Elle y sera combien de temps selon vous? Aucune idée. Voilà, elle n'est plus entre les mains de la justice. Moi-même, je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Placée dans quel hôpital, je ne sais pas. Je sais pas. On ne me tiendra pas informé de quand est-ce qu'elle sortira. Elle sortira quand les experts psychiatres jugeront qu'elle est lucide et non dangereuse pour la société. Elle peut sortir dans 2 ans, comme dans 3 ans, 5 ans. Bien sûr. Voilà. Elle va sortir. Hein. Elle va sortir, oui. Elle va sortir. Je vous dis, moi, je suis révolté par votre histoire. Aujourd'hui, et ce qu'ont envie de savoir les téléspectateurs, c'est comment, Benjamin, on reprend une vie normale après un tel drame. Là, je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver. Déjà, la justice est très lente, très longue. Et jusqu'à cette procédure, mon combat, c'était de rendre justice à ma fille. Aujourd'hui, c'est terminé. Et je me sens un peu désarmé, désappointé. J'ai l'impression de devoir redémarrer à zéro. Maintenant, je réamorce. Vous travaillez ou pas? Non, je travaille toujours pas, ouais. Vous n'arrivez pas? J'arrive pas à travailler. Je me suis aussi fracturé la jambe. Ça a été très long. On m'a opéré il y a 4 mois. Vous arrivez à vivre une vie normale? Impossible. Une vie normale... Pour l'instant, non, parce que j'arrive pas à reprendre le travail. C'est trop compliqué. Toute cette histoire, tout ce bruit que ça fait, ça m'épuise, quoi. Vous réhabitez dans votre maison ou pas? Ouais, j'habite dans ma maison. Dans la maison où il y a eu le drame? La maison où il y a eu le drame, ouais. Ouais, j'ai pu réintégrer ma maison à la suite des cambriolages, de l'inondation. Il y a eu 8 mois de travaux qui ont été effectués. J'ai fait des combats contre les assurances. Qui m'ont exclu, mon assurance habitation m'a exclu parce qu'ils m'ont expliqué qu'il y avait trop de sinistres sur ma maison. Donc j'ai fait des combats avec les avocats.
Et une fois qu'elle a été rénovée, j'ai pu réintégrer ma maison. Ça aussi, je voulais le pointer du doigt, c'est qu'on m'a rendu la maison en l'état. On est retourné avec les gendarmes. J'y suis allé avec un huissier. Les gendarmes m'ont rendu les clés devant ma porte d'entrée et ils sont partis. Et j'ai récupéré une maison cambriolée, gazée à l'extincteur, inondée, avec la scène de crime. C'est mon frère et mon cousin qui ont nettoyé la scène de crime. Et c'est moi-même, dans un deuxième... plus tard, qui ai repeint le mur de la chambre de ma fille. Parce que ça me tenait à cœur de le faire, c'est une manière de me reconstruire. Donc j'ai réintégré cette maison, parce que pour moi c'est la maison où ma fille a grandi, où on a partagé tous ces moments de bonheur, c'est mon pilier psychologique. Mes nuits sont très compliquées, je dors très mal, mais ça me tient à cœur d'être là-bas. À partir du moment de toute façon où je suis seul, que je dorme chez moi ou ailleurs, mes nuits c'est un cauchemar. Merci d'avoir été avec nous et on pense vraiment, on se met tous à votre place et on se dit que c'est un véritable cauchemar. Merci en tout cas pour votre témoignage très très fort et on espère que vous allez pouvoir vivre une vie normale, mais si on se doute bien que c'est extrêmement compliqué après ce que vous avez vécu. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Allez-y. Je peux ajouter que je suis, on a une pétition. Je voulais aussi remercier Christian Stavowski et l'association Delphine Sandrine. C'est formidable. Pour essayer de faire avancer les choses sur modifier la loi de l'article 122.1. C'est ça. Donc je comptais sur vous, Cyril, pour essayer de faire monter la pétition. De faire monter la pétition. Une pétition en notre sens. Ah, je pensais que c'était terminé. Ouais, on va en parler demain. Non, on va en parler demain. On va en parler tous les jours pour faire monter cette pétition, parce que je suis complètement d'accord avec vous, parce que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Et ça, il a raison. Ça, il faut que ça bouge, parce que c'est inadmissible. Donc on en parlera tous les jours pendant un petit peu de temps. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.